Europe 1. Il est 22h21 et nous accueillons maintenant Bertrand sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Olivier Delacroix. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Bertrand ? Je vous appelle de Lyon. De Lyon. Et quel âge avez-vous ? J'ai 53 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Bertrand ? Eh bien en fait, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, de ma fille Iris, 15 ans, qui est décédée une semaine après son 15e anniversaire avec son ami Warren sur une trottinette à Lyon. C'était en août 2022. C'est un accident tragique qui a défrayé la chronique, qui a beaucoup ému, je pense, les Français. Et alors, loin de moi l'idée de vouloir apporter de la tristesse ou de la mélancolie à tous les gens qui nous écoutent à quelques jours des fêtes, mais parce qu'il y a un certain nombre de messages et de sujets sur lesquels j'aimerais parler et échanger avec vous. D'accord. Mais je vous écoute Bertrand. Je me souviens juste qu'il est vrai que l'accident d'Iris avait ému la France entière à l'époque et qu'il y avait eu beaucoup de presse autour de ce drame. Mais je vous écoute. Alors en fait, moi, si vous voulez, c'est assez simple. Je découvre Médusée d'accident. Il se trouve que je suis photographe, donc je travaillais sur un festival à quelques heures de Lyon. Donc je reviens à Lyon et je vais, si vous voulez, petit à petit essayer de comprendre, en allant sur le lieu, en rencontrant différents intervenants, des interlocuteurs. Je vais tirer la ficelle de la pelote et voir ce qui vient. En fait, je n'ai pas véritablement d'a priori, de point de vue formé sur ce qui s'est passé. J'essaie de comprendre. Et en fait, je vais découvrir de fil en aiguille des choses assez sidérantes. Je vais faire de très belles rencontres également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve avec des sujets, de plus en plus de sujets sur lesquels je me sens, je sais pas, peut-être une responsabilité, en tout cas une nécessité d'essayer d'agir, ne serait-ce que pour éviter la survenue d'un drame similaire, dans des conditions similaires et peut-être possiblement au même endroit, ce qui à mon sens est toujours parfaitement possible aujourd'hui. Et donc me voilà, porteur de ces sujets, porteur du corps de cette merveilleuse jeune fille qui était Iris et qui me rend héritier aussi de tout ce qu'elle était, de son caractère énergique, de son sens de la justice, de sa joie de vivre aussi, de plein de belles choses et j'essaye de mener ce qu'il faut bien appeler maintenant un certain nombre de combats, en son nom peut-être, ou en tout cas en sa mémoire, c'est sûr, pour essayer de faire bouger quelques curseurs et d'améliorer les choses. En espérant apporter quelque chose à l'intérêt général, même si j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas un certain nombre de problèmes qui sont identifiés, qui étaient déjà identifiés avant l'accident et sur lesquels on me fait comprendre dans des associations et dans différents lieux que finalement, si c'est pas les familles des victimes, si ce sont pas les personnes qui sont vraiment touchées dans leur chair, alors les choses risquent de ne pas évoluer. Voilà en quelques mots. D'accord. Écoutez, je vous écoute parce que vous avez visiblement découvert tout un tas de choses dont nous ne sommes pas au courant, nous, aujourd'hui. Donc, on vous écoute, Bertrand. Alors, vous êtes sûrement au courant, partiellement en tout cas, mais bon, en tout cas, j'ai découvert un premier problème qui concerne les voies partagées, les modes doux, c'est-à-dire que finalement, lorsque vous évoluez en trottinette ou à vélo sur des pistes cyclables, donc ce qu'on appelle des pistes en site propre, là vous êtes relativement protégé, en tout cas protégé du trafic routier. Oui. Et puis il y a ces voies partagées dans lesquelles on attire à grand renfort de pictogrammes, enfin de vélos inscrits sur la route, des modes doux, donc vélo, trottinette, éventuellement roller, et où se mélange avec un conflit d'usage avéré, des ambulances, des taxis, des bus à souffler de 40 tonnes, enfin vous voyez. Et j'ai découvert que, en tout cas par endroits, c'était une aberration et qu'il fallait certainement essayer de faire quelque chose. Donc voilà un des axes. Notamment sur cet axe-là, j'ai découvert qu'il y avait eu un mort 5 mois avant, Oui. et que ni la ville, ni la préfecture, ni la métropole, à ma connaissance, n'avaient rien fait. Oui. Il se trouve, et ça aussi c'est une découverte, Olivier, j'ai découvert qu'en fait il y avait une espèce de tradition, je mets des gros guillemets, qui veut que lorsqu'il y a une victime sur la voie publique, je ne sais pas véritablement pour quelle raison, mais en tout cas pour éviter la survenue d'un accident similaire, on va mettre habituellement un radar verbalisateur pendant
allez, une année, ne serait-ce que pour éviter que peut-être politiquement il y ait 2 fois le même accident au même endroit. Je ne sais pas si c'est une bonne intention ou une intention calculée. En tout cas, voilà, on fait cela et quelque part, ben voilà, au bout d'un an, on enlève ce radar et puis on passe à autre chose. Bon. Là, en l'occurrence, il y a eu ce mort début mars 2022, puis fin mars 2022, la ville est passée en ville 30, et là, il y a eu quand même 2 jeunes qui sont morts sur le coup, donc 5 mois plus tard, à 50 mètres de distance, et ben, croyez-le si vous voulez, mais 3 morts, soit 8% des morts de la métropole en 2022, n'ont pas suffi à rendre possible la pose d'un radar. Donc c'est pareil, sur ce point-là, j'ai un petit peu creusé la question, on en parlera peut-être un peu plus loin. Et ça n'évolue pas ou très peu. Et c'est comme ça que cet été, j'ai assisté à une scène qui finalement est exactement la même scène que celle d'Iris et Warren, sauf qu'elle était dans le désordre. C'est-à-dire qu'il y a eu l'ambulance d'abord, et puis ensuite deux jeunes gens à roller qui passaient nonchalamment une soirée, une belle soirée d'été, baignée de lumière, et finalement, ben voilà, la même scène inversée aurait pu tout à fait provoquer la même chose. Donc voilà, il me semble qu'il y a un problème. Je n'arrive pas à faire évoluer les choses. Il faut savoir qu'à cet endroit, donc c'est le quai Joffre à Lyon, hein, c'est en bord de Saône, un Oui. endroit assez particulier. Ben, il y a par exemple un collectif de riverains qui s'est formé, c'est-à-dire que les gens, ni plus ni moins, les habitants des immeubles qui donnent sur ce quai, se sont réunis en collectif parce qu'ils en avaient assez, je cite, de voir mourir des gens sous leurs fenêtres. Il faut savoir, pour vous donner une idée un peu du contexte, c'est qu'après la mort d'Iris et de Warren, il y a quand même eu 2 véhicules sur le toit dans 2 accidents différents au cours des 15 mois écoulés. Moi, j'ai reçu des photos de riverains où on voit voilà, des corps couchés au même endroit que l'était Warren, par exemple, sur la route. Et je me dis, mais comment est-ce possible qu'on n'arrive pas à apaiser la circulation sur un axe comme Mais celui-là? c'est surtout que les chocs, je crois savoir que le choc avec Iris et Warren a été très violent. La vitesse est limitée à combien sur ces quais? Alors la vitesse était limitée donc à 50 jusqu'au 30 mars 2022, puis elle est passée à 30. Mais là encore, au moment de l'accident, croyez-le si vous voulez, il n'y avait aucune indication de vitesse sur l'ensemble de ce quai, ni au sol, ni par des panneaux. Donc c'est vrai que des décennies de pratique chez les Lyonnais peuvent faire que les gens ont peut-être du mal à s'adapter. Il n'y a aucun ralentisseur mécanique. Les feux étaient encore synchronisés à 50. Vous aviez même des panneaux qui vous indiquaient plutôt que vous sortiez d'une zone 30. Donc il y avait à peu près tous les ingrédients pour qu'il y ait une confusion. Les largeurs des voies de bus étaient discutables. Elles ne sont pas du tout les mêmes qu'à Paris. Elles ne respectent pas les 4,50 m, je crois, qui sont la norme à Paris. Typiquement, enfin, il y avait beaucoup de... Voilà. Pas de dispositif, si vous voulez, même pas de radar pédagogique. Rien. Donc pendant des mois, ça a continué comme ça. Moi, j'ai fait des mesures, j'arrivais à des taux de 97% de dépassement de vitesse. Il y avait quelques contrôles, mais très très brefs, très occasionnels. Et d'après mes statistiques, il y a une demi-verbalisation. Ça serait drôle si c'était pas aussi tragique. Une demi-verbalisation par contrôle en moyenne. Oui, en gros, C'est en vous fait, dire, c'est vous dire la volonté, si vous voulez, de voilà. aucune verbalisation pratiquement, si c'est une demi-verbalisation. On va faire une petite pause, Bertrand, et puis on vous retrouve tout de suite après, d'accord? D'accord. À tout À de tout de suite. suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. 22h31, vous êtes sur Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. N'oubliez pas, demain matin de 7h à 9h, comme tous les jours, vous retrouvez, les jours de la semaine, vous retrouvez Dimitri Pavlenko et toute la rédaction d'Europe 1, Anissa Haddadi, Sonia Mabrouk, Olivier Delagarde, Gaspard Proust, Vincent Hervoué. Les signatures de toute l'équipe d'Europe 1 matin vous donnent rendez-vous donc chaque matin de 7h à 9h pour démarrer la journée bien informée. Bertrand, donc pas de verbalisation. Comment vous expliquez ça aussi? Aucune verbalisation, ça veut dire quoi? Qu'il n'y avait aucune surveillance sur ces quais? Alors écoutez, ce que j'ai découvert avec énormément de surprises, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça pose question. Si vous voulez, on ne peut pas imaginer que les choses s'autorégulent. Ce sont des quais, c'est rectiligne, comme la plupart des quais en bord de rivières ou de fleuves. Donc la nature ayant horreur du vide, c'est vrai que c'est un peu la loi du plus fort. Donc voilà, a priori, il n'y a pas d'intention. C'est-à-dire que
j'ai un peu creusé la question des villes 30. Paris est également, je crois, en partie passé en ville 30. Dans tout l'ensemble de Paris, vous avez 3 radars limités à 30. Autant vous dire que quand vous les voyez, vous les repérez tout de suite, vous avez l'impression que la circulation est au ralenti et que vous regardez un film à la mauvaise vitesse. En attendant, ça fonctionne là où ils sont placés. Il devait y avoir un déploiement de ces radars 30 à travers le pays dans différentes villes et il semble que ce déploiement soit sans cesse repoussé. Et la raison qui m'a été invoquée, j'ai contacté notamment la délégation interministérielle à la sécurité routière, c'est que finalement il y a un problème d'acceptabilité sociale. Ce à quoi j'ai répondu, mais est-ce que c'est socialement acceptable que l'on laisse mourir au bord de la route des jeunes de 15 et 17 ans heurtés par des véhicules? Donc moi j'ai proposé des choses, j'ai proposé qu'on sépare, qu'on extrait de ces voies les modes doux, ou qu'on synchronise des feux, ou qu'on fasse en sorte que les feux se déclenchent au rouge lorsque les gens dépassent 30, ce qui aurait pour effet de ne pas verbaliser, mais de assez vite, je pense, faire que le trafic s'apaise. Bref, il n'y a pas d'intention, si vous voulez, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de courage politique, parce que c'est impopulaire, ce que je peux comprendre, Parce que c'est de impopulaire, poser tout des règles. simplement. Absolument. Il y a une forme de marketing politique, je l'ai découvert avec horreur, mais il y a une forme de crainte de la réaction. C'est vrai que personnellement, je ne suis pas partisan de la répression. Je n'aime pas payer des amendes et pour tout vous dire, Olivier Delacroix, la seule fois de ma vie où je me suis fait flasher, c'est la nuit de la mort d'Iris. Lorsque je suis revenu près de Saint-Étienne, je faisais 76 km/h, au lieu de 70, j'ai été flashé, j'ai perdu un point, j'ai payé mon amende. Ça n'est jamais très agréable, en particulier ce soir-là, mais en attendant, voilà, ça fait partie du jeu et c'est accepté que si on prend le risque d'être à une vitesse douce ou d'aller trop vite, voilà. Il semble que le 30 soit trop compliqué pour être verbalisable, je suppose parce qu'il y a trop de gens qui seraient flashés peut-être à 60 ou 70, avec les conséquences qu'on peut imaginer en termes de points, en termes d'activité professionnelle et autres. Sauf qu'à un moment, ce que je dis simplement, c'est que soit on ne fait plus 30, soit on laisse 50, soit on interdit certaines zones au mode doux. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, Oui. il faut choisir, il faut que l'on pense ce qu'on fait, qu'on fasse ce qu'on dit, mais on ne peut pas être sans arrêt dans cette espèce d'hypocrisie routière parce que les conséquences sont dramatiques. Moi, je continue à voir, j'en ai vu plein cet été, des familles, des vélos, des trottinettes qui vont dans un sens, qui parfois même vont à revers, à rebours du trafic sur cette voie qui est pourtant extrêmement dangereuse, qui mène directement à des entrées d'autoroute. Et en fait, on se rend compte qu'on crée une illusion de ville apaisée d'un côté pour ce type d'axe, et de l'autre, il y a un risque réel, mais que les gens ne mesurent pas forcément. Et je ne parviens pas à faire changer les choses. Et c'est extrêmement frustrant parce qu'au moment où je vous parle, je me dis à tout moment, le même accident peut survenir au même endroit. Oui, oui. Et ça semble pas être le cas de tout le monde, mais je peux vous dire que si ça arrivait, je me sentirais très mal. Et à chaque fois que des gens du quartier m'envoient des photos avec des véhicules retournés ou des gens couchés sur la route, je me sens extrêmement mal à me dire que je n'ai pas réussi à faire au moins en sorte que la mort d'Iris, et puis celle de Warren évidemment, puisse avoir en quelque sorte créé un tournant, un changement, et qu'on puisse se dire il y a un avant, un après. En fait, pour moi, le sens est très important. Il faut que j'arrive à donner du sens à ce décès. Complètement. J'aurais pu Oui. découvrir que c'était un accident et que fatalement, il n'y avait rien à changer à la réalité. Là, il se trouve que j'ai découvert plusieurs problèmes. Donc ça, c'est le premier, mais j'en ai pas fini. D'accord, je vous écoute. Voilà. Le deuxième, donc moi j'ignorais tout de cet univers des trottinettes en libre service et de la réglementation, je ne connaissais pas grand-chose. On les avait testés avec les enfants il y a très longtemps et on avait dit c'est super dangereux. Donc c'est proscrit, autant dire jamais. Et donc j'ai découvert qu'en fait ces trottinettes avaient une position un peu particulière puisque finalement ce sont des entreprises privées qui proposent un service et qui viennent se substituer au transport public. Et elles viennent aussi, en quelque sorte, se positionner sur un créneau qui peut permettre aux villes de se dire on aura peut-être besoin de moins de transports en commun, peut-être qu'on peut faire une espèce de transfert. Et ce qui est un peu gênant, c'est que finalement, il n'y a pas de démonstration, à ma connaissance, jusqu'ici, il n'y a pas d'études d'impact qui viennent apporter la preuve qu'elles ont un effet environnemental positif, qu'elles ont un report modal, c'est-à-dire un report de gens qui seraient en voiture individuelle et qui se rabattraient sur les trottinettes. C'est plutôt, je crois, les transports en commun, des piétons, des cyclistes qui se rabattent sur les trottinettes. Et donc, finalement, ça n'est pas démontré leur utilité. En particulier,
celles de location qui sont massivement jetées dans les fleuves, les rivières, maltraitées, etc. Donc ce qui me gêne, c'est que j'ai le sentiment, là pour le coup, qu'il y a un problème de posture. C'est-à-dire que quand j'ai interrogé le maire de Lyon, Grégory Doucet, sur les études sur lesquelles il avait étayé le renouvellement des concessions, qui s'est quand même fait peu de temps après la mort d'Iris et Warren, concessions qui ont été doublées dans leur durée, et d'ailleurs les premiers à s'en étonner, tenez-vous bien, c'était les concessionnaires eux-mêmes. Un d'entre eux m'a dit, mais c'était la première fois qu'on a une concession aussi longue. Donc la concession, en gros, c'est la possibilité de mettre votre flotte à travers la ville. Là, c'est pas 2 ans, c'est 4 ans. Inédit, 4 ans. Incroyable. Donc, voilà un signal fort, incroyable, absolument. Et je me suis rendu compte que, par exemple, on reportait la nécessité de sécurité sur les opérateurs. Donc on leur dit, voilà, mettez au point un système qui permet de détecter qu'il y a 2 personnes pour bloquer les trottinettes. Sauf qu'à ce jour, à ma connaissance, aucun n'a réussi à trouver la parade. Premier point. Deuxième point, on leur a dit, ben voilà, il faut des clignotants, il faut un certain nombre de choses. Consécutivement, d'ailleurs, peut-être à la rencontre que j'avais eue avec une autre famille, avec le ministre des Transports, où on a fait remarquer qu'il n'y avait pas de clignotants, on a fait remarquer un certain nombre de choses qui, semble-t-il, n'étaient pas forcément connues, à ma grande surprise. Il faut savoir, Olivier, que lorsque je demande à des politiques s'ils sont déjà montés sur des trottinettes en libre service, tous, c'est comme le prix de la baguette et du ticket de métro, tous m'ont répondu non, à une exception, celle du maire du 2e arrondissement de Lyon. Donc autant vous dire qu'en matière de pratique, on est un peu faible. Alors beaucoup ont corrigé. C'est normal, ils ont des chauffeurs. Oui, mais enfin, sauf qu'à un moment, si vous voulez... Non, mais si je vous dis ça de manière ironique. Oui, mais j'entends bien. Mais si on ne se rend pas compte, voilà, on ne sait pas forcément que, par exemple, celle sur laquelle ils se sont tués pèse 29 kilos. 29 kilos. 29 kilos. Jusqu'à il y a quelques temps, c'était 12 ans. 12 ans. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enfants qui, à 12 ans, n'ont ni la carrure, ni la capacité à gérer ce type d'engin. 29 kilos. J'ai testé personnellement récemment, plusieurs fois, sur plusieurs modèles. J'ai découvert, par exemple, chose incroyable, moi je suis un praticien du vélo. À vélo, si vous freinez du frein droit, vous risquez au pire de déraper de la roue arrière. Sur un certain nombre de trottinettes, si vous freinez du frein droit, eh bien, vous risquez de faire un soleil mais de voir la roue avant déraper. C'est une catastrophe. Les freins sont inversés. Et à Paris, jusqu'à récemment, maintenant il n'y a plus de trottinettes à Paris, figurez-vous qu'il y avait les deux qui cohabitaient. Frein droit pour la roue avant, frein droit pour la roue arrière. Et ça veut dire en plus qu'on forme des générations de gens qui vont s'habituer à freiner d'un frein, et quand ils vont monter peut-être sur un vélo, sur un vélib, sur un vélo, que sais-je, ils vont avoir la mauvaise surprise de se rendre compte qu'en fait, ils tombent quand ils freinent avec le mauvais frein. Voilà où on en est. À tous mes interlocuteurs, quand j'ai parlé de ce sujet, tous ont ouvert des grands yeux. Ils découvraient la chose. Donc à un moment, on se rend compte qu'en fait, c'est un marché et que ce n'est pas la sécurité qui est prioritaire, mais la loi du marché. C'est le pognon. Et ça me pose un vrai problème. C'est le pognon qui... Ça pose un problème. Oui, mais vous savez, je suis motard, moi, et à Paris. Si vous saviez le nombre de trottinettes, de vélos que j'ai vus par terre depuis maintenant 4-5 ans, à peu près 3-4 ans, combien de mômes encore maintenant, parce qu'on a le droit d'avoir une trottinette personnelle. Combien de mômes tous les soirs, quand je rentre de repas, à partir du mercredi soir, puisque les lundis, mardis sont calmes, mais combien de mômes sans casque à 2 sur les vélos, sur les trottinettes. C'est insensé. La police les voit, ne dit rien. Mais non, ça n'est pas de la faute de la police, puisqu'ils ont des consignes. Tout ça grille les feux et la police ne dit rien. Et encore une fois, ce ne sont pas nos pauvres agents de police que je mets là en question, c'est la législation. Non, c'est toléré, en fait. Donc vous avez le droit de griller les feux. Mais si vous parlez avec tous les taxis et les coursiers, les gens qui travaillent motorisés, voiture ou moto, chauffeurs de bus, absolument. Mais ils vous disent tous que c'est une catastrophe. Et des morts, je ne sais pas combien, vous êtes peut-être renseigné, Bertrand, mais le nombre de morts... maintenant chaque année. Oui. Mais c'est surtout les accidents. C'est très intéressant. J'ai eu la chance de parler avec notamment Gilles Bagou, qui est un traumatologue lyonnais, qui est... en fait, dans le Rhône, si vous voulez, on a la chance, si j'ose dire, d'avoir cette espèce de catalogue, cet annuaire très détaillé qui recense tous les accidents par type, donc tous les gens qui vont aux urgences, ce qui n'est pas fait ailleurs en France, et qui permet de savoir exactement les traumatismes dus à des accidents de trottinette. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le nombre mesuré, par exemple pour 2019, par la sécurité routière, c'était à peu près 110, et que la réalité, grâce à ce recensement, était 11 fois supérieure, c'est-à-dire en gros 1200.
Mhm. On a pu l'extrapoler à l'échelle du pays, donc on arrive à des nombres énormes. En fait, ça dépasse les 10 000 blessés par an et ça monte en flèche. Et en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, historiquement, pour avoir échangé avec les intervenants des associations, notamment Anne Lavaux, la déléguée générale de la prévention routière, j'ai découvert qu'à l'origine, donc en fait, si vous voulez, les entreprises qui sont des entreprises de la nouvelle économie et qui ont une approche disruptive de l'économie, ont d'abord imposé les trottinettes dans les villes, qui ont été adoptées ou non. Certaines villes n'ont pas su dire non, d'autres ont su dire non, comme Montpellier, comme Nice, comme beaucoup d'autres, et finalement ont essayé d'imposer le système par le bas, par le public, en essayant de dire voilà, on les impose, les gens les essayent, et puis ensuite ce sera très difficile pour les villes de dire non, parce que c'est fun, parce que c'est... Voilà. Il faut savoir qu'au départ, les associations disaient 14 ans, et nos élus ont proposé 10 ans. Donc ça s'est transigé à 12 ans. 12 ans, pas de casque, pas de passage par l'auto-école, pas de connaissance du code de la route. Donc à 12 ans, vous étiez à 25 km/h sur la route avec un véhicule de 30 kg. C'est passé à 20 km/h maintenant, je crois. À Lyon, c'est 18 ans. Enfin bref, on a un peu resserré les choses. Mais vous voyez, il y a une espèce d'inversion du processus. C'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire des transports. On lance un mode de transport et ensuite on réfléchit. Par exemple, Olivier, sachez que le casque qui protégerait efficacement les personnes en Mais oui, trottinette oui. n'existe pas. Mais non, Il n'a mais pas pourquoi? été inventé. Parce qu'en fait, ça n'intéresse personne. Ça n'est pas un Mais oui, mais business. alors ce qui intéresse, Donc, ça n'intéresse c'est personne, si vous Bertrand, voulez. Ça ne vaut rien. à Voilà. contrario, on se fait arrêter en permanence, nous les motards à Paris, parce que nous n'avons pas de gants. Vous voyez, je, je fais cette comparaison Oui. parce que, bon, oui, ça coûte cher sans doute quand on a un accident de moto, les mains, hein, la chirurgie de la main, mais Mhm. combien de blessés graves à cause du non-port du casque avec ces trottinettes. C'est une Oui. aberration totale. Totale. Particulièrement à cette saison, parce que c'est vrai qu'avec la nuit, c'est une toute petite lumière rouge, pas de clignotant, hein. Moi, j'ai fait le test. Quand vous voulez indiquer que vous tournez, vous avez le choix entre lâcher le guidon, mais là, il faut vraiment espérer que la piste devant vous est d'un enrobé de très bonne qualité. Ah oui, bah oui. Soit vous gardez les mains sur le guidon et puis vous vous lancez en tournant la tête. C'est extrêmement compliqué, autant dire infaisable. Et puis l'autre problème, c'est que sur chaussée mouillée, enfin voilà, c'est extrêmement glissant. Mais après, ce que je comprends, c'est que, et c'est certainement tout le fonctionnement de ces entreprises, c'est qu'en fait, c'est très attrayant. C'est grisant en quelques minutes pour un adulte. C'est vrai que vous êtes à 22 km/h. Voilà, vous fendez l'air, vous pouvez être en quelques instants sur un coup de tête, sur les Champs-Élysées, à remonter les Champs-Élysées avec les illuminations de... Bon, on peut plus le fermer évidemment maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que on comprend bien le processus qui consiste à séduire une cible d'adolescents, qui forcément doit être frustrée à Paris et de jeunes et de plein de gens de ne plus avoir ces outils-là, qui peuvent effectivement en faire désormais l'acquisition avec un autre comportement, Oui, c'est-à-dire que c'est oui, plutôt oui. 90% de personnes casquées, je crois, pour les propriétaires privés. Ah oui, Et puis, d'accord. et puis quand on est propriétaire, si vous voulez, on prend soin de son véhicule, donc l'approche est différente. Je pense qu'un jeune qui passe par l'auto-école, qui a passé son BSR, qui a 14 ans, qui avec ses économies s'est acheté un deux roues, a son casque, il se protège, il a appris les risques, il a appris des choses, il sait ce que c'est qu'une priorité à droite, ce que ne savent pas à mon avis les 12 ou les 14 ans. Je préfère pas vérifier, mais à mon avis le taux doit être assez bas. Et puis il faut ensuite non seulement connaître, mais s'y habituer, parce que c'est toujours surprenant, même pour les conducteurs, je pense, même expérimenter. Et en fait, voilà, quelqu'un qui sera propriétaire de son deux roues, sûrement va faire attention. Mais quand c'est un deux roues de location que vous allez déposer 10 minutes après, avec une contrainte de temps et que ça vous coûte 15 € de l'heure et que vous Oui, avez 14 ans, oui. on comprend aussi pourquoi il monte à deux. On se dit, ben Non, oui, attendez, 14 ou 15 € de oui, l'heure, c'est oui. Mais complètement outrancier quand vous avez 14 ans. monter à Donc, 14 ans à deux, je ne le préconise oui, pas, mais voilà. On voit le mécanisme, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. On voit le côté attrayant. Si vous allez aujourd'hui sur les sites, je vais pas les citer, mais j'ai fait une petite revue pas de presse, mais enfin, je suis allé tout à l'heure sur les 4 principaux loueurs de trottinettes. J'étais effaré de voir que, bon, effectivement, certains ont un petit peu voilà, rajouter des casques, mais vous avez encore des choses incroyables. Vous avez une cycliste qui est en sandales, un autre qui est mal placé sur sa plateforme, un autre qui fait toujours du surf urbain sans casque, ça fait des années que ça dure. C'est l'une des entreprises qui prétend être le plus axée sur la sécurité, c'est assez drôle. Donc moi j'ai envie de dire ce soir, je lance un appel à Tir, Dot, Pony et Lime. Est-ce qu'ils seraient d'accord pour exiger le casque, âge 16 ans minimum, et suivre les préconisations de l'Académie de médecine, parce qu'en oui, plus on a mais ils ne le tous les seront documents jamais. qui ont été rendus. Il y a eu un excellent rapport de l'Académie de médecine, il y a eu un excellent rapport des organismes indépendants européens qui à peu près en même temps, il y a tout juste un an, ont rendu leurs conclusions. Et pour la petite histoire, c'est pas du tout pour me vanter, mais j'étais en contact avec une autre famille qui a perdu
voilà, un de leurs jumeaux de 12 ans dans un accident de trottinette. Mon Dieu, Et ce mon garçon Dieu, est décédé. mon Dieu. Et on s'est retrouvés autour d'un café, voilà, avec cette mère de famille. Et on a échangé. Et en fait, curieusement, Olivier, à un moment, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on veut proposer, qu'est-ce qu'on veut changer? Et sur ce papier, on a listé peut-être 6 ou 7 préconisations. Et bien, croyez-le, si vous voulez, au moment où on est allé découvrir ce rapport de l'Académie de médecine, puis le rapport européen, on s'est rendu compte qu'on disait tous la même chose. Casque, auto-école, 16 ans. Bah oui, mais c'est une évidence Ça pour tient en les 3 gens lignes, 4 responsables, lignes. bien sûr. Voilà, donc on est allé présenter tout ça à Clément Beaune, qui nous a fait la grâce de nous recevoir, donc le ministre des Transports. Sauf que ce qu'il en reste à la fin, c'est que dans la proposition de décret, on lit que les familles ont été reçues et qu'il a été tenu compte de leurs avis, que le casque, c'est à la réflexion, quand même, hein, plus d'un mois après, c'est à la réflexion, alors que les préconisations et les études ont toutes été faites, et que finalement, ça ne bouge pas, à part les 14 ans, il ne se passe pas grand-chose. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce document qu'on peut trouver sur Internet, ce PDF qui parle du décret du ministre des Transports, il est quand même écrit « Je ne baisserai pas les bras ». Et là, vous vous dites « Je ne baisserai pas les bras sur quoi? Sur la sécurité ?» Eh bien non, je ne baisserai pas les bras sur les entreprises de location en libre service. Et là, encore une fois, je m'interroge, je me dis, mais est-ce le rôle d'un ministre des Transports que de défendre une économie sur laquelle, à ma connaissance, on n'a pas fait les preuves par A plus B de son apport pour la société en général? Je ne sais pas. Ou alors je n'ai pas lu les bonnes études. Et encore une fois, n'est-ce pas prioritaire de prendre en compte les aspects de sécurité? Est-ce qu'il y a une grosse différence, par exemple, à Paris? Est-ce que le trafic routier a explosé depuis que les 15 000 trottinettes n'y sont plus? Je ne crois pas. Non, 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 je ne crois pas non plus. Et pour cause, l'étude qui avait été menée, je crois, par un organisme indépendant il y a quelques mois, montrait qu'il y aurait un effet pratiquement nul et non visible en termes de volume. Donc, quelque part, on a la preuve éclatante que finalement, il y a beaucoup de surf urbain, il y a beaucoup de pratiques sûrement touristiques très attrayantes. Encore une fois, je ne dis pas le contraire. C'est un moyen de transport très attrayant, mais qui reste très risqué et à mon avis, dont il faut éloigner les plus jeunes. En tout cas, sans formation et sans protection. Donc, Extrêmement voilà, dangereux pour ces jeunes de 12 ans qui, à 12 ans, pèsent entre 30 et 40 kilos. Non, mais c'est une aberration. C'est une aberration. Absolument. C'est une aberration. Absolument. Et puis en plus des nouvelles, des nouvelles traumatologies, des nouvelles formes de blessures qu'on n'avait pas vues parfois depuis très longtemps. Ça, c'est très étonnant. On découvre des choses affreuses. Qu'il y a, je sais plus, un effet... le coup de fouet, je crois, donc c'est quand vous freinez du mauvais frein ou quand vous non, mais c'est casse-gueule, totalement, ces trottinettes, et là, vous avez Bertrand. le trottinettiste qui est aplati sur la route instantanément. Je veux dire, c'est complètement absurde. Oui. Donc évidemment, le casque, c'est rabat-joie, c'est sûr, mais moi je dis en tout cas, casquez-vous, casquez vos enfants. Mais même c'est une aberration qu'il ne soit pas obligatoire, ce casque. Mais c'est absolument. Et oui. À partir du moment où on est sur la route, mais même les vélos. Vous voyez, il y a beaucoup de vélos à Paris qui ont des casques. Alors, ce ne sont pas les mêmes casques que bien évidemment, nous avons en moto, mais ce sont des casques quand même qui les protègent bien. Et il y a beaucoup de... je pense que les cyclistes qui à Paris se mettent des casques sont comme moi, ont vu bon nombre de trottinettes, de deux roues par terre avec le SAMU présent. Et moi, je ne sais pas combien ça coûte à la société en termes de soins. Parce que vous évoquez des dizaines de milliers de blessés. Dans ces blessés, je voudrais bien voir le nombre de jeunes qui sont handicapés à vie dedans. Et un mort, c'est des millions. J'avais découvert ça, c'est très frappant. Ça coûte extrêmement cher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les profits sont privés et que les coûts sont publics. Voilà. À Lyon, il y a 300 aires, pratiquement, je crois, 300 aires, de parking de ces trottinettes en libre service, où elles s'accumulent plus ou moins harmonieusement aussi, là où on peut garer les vélos sur les râteaux. Là. La cohabitation n'est pas du tout aisée, d'ailleurs. Je pense que pour les cyclistes, c'est jamais très agréable. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est effectivement un vrai problème. Et en fait, je pense que ce qui serait intéressant dans le sillage de ces accidents, ça serait d'impliquer les principaux intervenants, d'accepter la concertation, mais de la rendre transparente et pas de la faire dans l'alcôve des bureaux ministériels et ensuite de prendre des décisions de très haut, parce que je pense que ça, c'est un problème. D'impliquer les remarquables intervenants de l'Académie de médecine, les traumatologues qui, eux, en voient passer des dizaines tous les jours, des pratiquants, oui, de faire intervenir la prévention routière, de mettre tous ces gens-là autour d'une table et d'essayer de trouver
trouver des solutions. Et là, pour le coup, je pense qu'on avancerait collectivement. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux, ça ne vient pas. Je vais vous dire aussi une chose, je ne vais pas citer de nom, hein, mais j'ai rencontré également un responsable d'une de ces entreprises de location. Et à un moment, je lui dis, vous savez, ça serait intéressant si on faisait quelques contrôles à Lyon toutes les semaines. Il est probable que par le biais des réseaux sociaux, s'il y avait quelques jeunes qui étaient verbalisés, ça finirait par faire boule de neige et les comportements évolueraient. Mais aucun jeune n'est verbalisé. Il a éclaté de rire. Mais oui, il a éclaté de rire en face de moi. Il m'a dit, mais je suis tellement d'accord avec vous. Il m'a dit, mais nous, on ne demande que ça. Parce qu'en fait, ça nous crée effectivement une image qui est négative. Et en fait, quelque part, on était absolument d'accord sur cet aspect-là. Oui, mais bien sûr, on ne peut pas verbaliser. Alors c'est pareil, dans les propositions qui ont été faites, et ça je le soumets à votre analyse, Olivier, à un moment on a dit on va les immatriculer. Et là, moi je pose la question, on va les immatriculer, mais ça sert à quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire de ces immatriculations qui seront illisibles ? On a déjà du mal parfois à reconnaître l'immatriculation des voitures. Ça servira ne sert à rien. Donc ce sont des espèces de mesures de façade. Et pareil, 16 ans. Imaginons que le casque et que les 16 ans soient rendus obligatoires à partir de maintenant. Très bien, ça passe dans la loi, c'est voté, ok, c'est gravé dans le marbre. Si demain, la loi n'est pas appliquée, c'est-à-dire que si vous voyez toujours des gens à deux, non casqués, 14 ans en moyenne, qui se baladent sur les trottinettes, et qu'on ne fait rien, ça ne sert à rien. Donc encore une fois, moi je pose la question de l'intention. Est-ce qu'on a l'intention de protéger les plus vulnérables ? En l'occurrence, concernant les trottinettes, je pense que c'est les malvoyants, les non-voyants, les personnes âgées qui, sur les trottoirs, se font occasionnellement heurter. Moi, ça a été mon cas il y a quelques mois. J'ai été heurté par un trottinettiste sur le trottoir. Il a pris la fuite. Il se trouve que j'avais mon vélo. Je suis monté sur mon vélo. Je l'ai rattrapé. Il avait son casque, mais c'était son casque audio. Et là, il a fini par s'excuser. Mais c'était complètement fou. Quelqu'un qui prend la fuite, qui vous rentre dedans comme ça, j'étais sidéré. Mais évidemment, ça a réveillé de très mauvais souvenirs. Donc à un moment, voilà, protéger les plus vulnérables, ce sont effectivement tous ceux qui n'ont pas pu probablement aller voter au référendum, mais ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Qu'est-ce que disent ces gens à Lyon ? Est-ce qu'on a interrogé les personnes âgées et ceux qui ont une mobilité réduite sur l'évolution de leurs habitudes depuis l'arrivée de ces nouveaux modes de déplacement ? Moi, ça m'intéresserait de savoir si les gens sortent moins parce qu'ils ont peur, parce qu'ils craignent à tout moment de voir débouler quelqu'un et ne se sentent plus la capacité d'aller faire leur petite promenade habituelle parce qu'ils ont plus de 80, 90, je ne sais pas. Et puis ensuite, bien sûr, les plus jeunes qui, eux, n'ont pas forcément la capacité à évaluer pour eux-mêmes la prise de risque qu'ils prennent en allant faire ces balades en trottinette qui, effectivement, ne peuvent que faire rêver des jeunes seuls ou à deux, parce que, effectivement, c'est un symbole de liberté, de surf urbain, d'évasion, etc. Et Bertrand, là, pour l'instant, je n'ai pas de réponse satisfaisante, et c'est pour ça que je me permettais d'intervenir. Je ne sais pas quel âge vous avez. Vous avez quel âge, m'avez-vous dit ? 53. Bon, vous avez 53, vous avez connu, comme moi, les mobylettes à 14 ans. Mais nous étions casqués. Ces mobylettes, c'était des 103 SP, vous voyez, des petites mobylettes qui allaient à 40 km/h, pas beaucoup moins finalement que ces trottinettes. Hein, et au final, on était casqués. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé dans notre société aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que ces trottinettes, ces vélos qui grillent les feux, où on monte à 3 parfois, parce que j'ai vu des jeunes à 3, moi, dessus. Oui, j'ai vu aussi. Qui passaient devant des policiers. Alors, les policiers, quand ils étaient à 3, leur disaient « Non, faut pas faire ça, c'est pas bien. Faut... Allez, descendez. » Voilà. Non, mais quand vous discutez avec les policiers, ils vous disent ils ont des consignes de ne pas verbaliser, à part de temps en temps, quand il y a un grillage de feu dangereux. Vous voyez, Alors après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des morts. Et entre tous les abrutis qui conduisent comme des barjots, parce que je lis aussi que vous avez pu constater des ambulances passer à 120 km/h sur le quai Joffre, le seul endroit de la métropole où il y a eu 3 morts en 1 an, où la circulation est pourtant limitée à 30 km/h. Où il n'y a pas de radar. C'est mon troisième sujet. Ça, c'est mon troisième sujet, effectivement. Mais c'est vrai que par rapport à ce que vous évoquiez, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'à l'époque à laquelle vous faites référence, c'est vrai que la sécurité routière était beaucoup plus, était même pas beaucoup plus, était une priorité, probablement une priorité nationale. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
Ça n'est plus une priorité. Si vous interrogez des policiers, des gens qui sont dans les commissariats, où ils vous diront ça n'est plus un axe majeur, ça n'est plus un axe important, c'est pas prioritaire. On n'a plus les moyens, on n'a plus le personnel pour aller faire effectivement du travail sur les axes routiers. Donc je pense que là c'est un vrai problème. Et à partir de là, il faut soit trouver des moyens mécaniques, soit se baser sur les progrès. Vous savez, il y a ces bus, ces feux bonus qui permettent d'arrêter le trafic quand on dépasse les 30, et puis dès qu'on passe en dessous, hop, ça repasse au vert. Ça, on voit ça maintenant dans toutes les petites bourgades, dans tous les villages en France. Tout le monde est à 30 maintenant dans les villages, parce que de toute façon, c'est ça ou vos amortisseurs. Donc, vous n'avez pas le choix. Il y a plein de dispositifs mécaniques, il y a plein de choses qui existent. Moi, je suis frappé de voir que, il se trouve à proximité du quai Joffre, il y a eu à Montée de Choulan, un autre endroit où il y a eu 3 autres morts dans 2 accidents distincts. À cet endroit, globalement, donc à ces 2 endroits, il y avait 3 radars pédagogiques, ce qui est quand même extrêmement limité jusqu'à il y a quelques mois. Ils sont en panne depuis des mois, je le répète régulièrement à la métropole, il ne se passe rien. Aucun remplacement. Un radar pédagogique, ça coûte 8 000 € et ça reste pédagogique, mais pour autant, à la mémoire de ces 6 morts, on n'a pas eu le courage politique, la volonté, je ne sais pas, de bien vouloir aller les réparer, les remplacer. Donc il n'y a pas de volonté, c'est inacceptable. Donc moi, mon rôle, comme je vous le disais tout à l'heure, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait les lois évoluent, un certain nombre de lois et de réglementations, le cadre peut bouger sous l'impulsion de familles de victimes. Donc je me dis, c'est mon rôle de le faire, parce que les associations me disent, en fait, nous, on n'y arrive pas toujours. Donc j'essayerai de le faire pour Iris, en espérant que les choses vont bouger. Mais c'est vrai que c'est assez affligeant de voir que finalement, vous avez non seulement perdu votre fille, mais que vous vous heurtez à une espèce de plafond de verre, alors que ce ne serait pas très compliqué de faire une petite exception à cet endroit-là et de trouver une solution avec quelques ralentisseurs, je ne sais pas, à un moment, je pense qu'il y a des solutions, ou de dire on ne met plus. Mais il y a des solutions, Bertrand. Voilà. Il y a des solutions. Mais oui, je pense qu'il y en a. On n'est pas obligé. Ceux qui pensent qu'il y a toujours des solutions. Mais il y a des solutions et on n'est pas obligé d'emmerder tout le monde en verbalisant à tout va. On parle depuis le début de casques, de radars, voilà. Enfin, pour moi, ça tombe sous la logique. Je vous dis, nous sommes dans une ubérisation de la société. La course à l'argent et au nom de cette course à l'argent, nous sacrifions des vies et nous parlons des vies d'Iris, de Warren ce soir et de bien d'autres jeunes dans toutes les métropoles françaises où il y a des morts chaque année. On va marquer une dernière pause pour laisser passer l'info, Bertrand, et après nous conclurons ensemble. Et vous le savez, vous pouvez à tout moment composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes avec Bertrand depuis le début de cette émission. Bertrand qui évoque les faits qui ont marqué sa vie, bien évidemment la perte de cette jeune fille, sa fille, tuée par une ambulance le 22 août 2022 à Lyon en compagnie d'un ami, Warren, percuté donc par cette ambulance privée sur le quai de Saône à Lyon. Depuis le début de cette émission, nous évoquons les aberrations autour de ces 2 roues mises à disposition de nos enfants et puis de nos jeunes aussi qui sont aussi écervelés dès que le jeudi soir arrive et que le week-end passe. Nous avons toutes et tous été témoins de comportements totalement irresponsables. Et ça n'est pas le cas en plus d'Iris et Warren, Bertrand, ce jour-là. Ça n'est pas du tout ce que je veux dire, mais mettre dans les mains de jeunes de 12 ans, à partir de 12 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans, ces engins, c'est terrible. On n'a pas évoqué quelque chose, Bertrand, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, mais ce sont les skateboards et tout ce qui est aussi roller, tous ces engins, vous savez, les roues là, toutes seules, parce qu'on a tout ça à Paris aussi, sur la chaussée. Oui, alors ça c'est vrai qu'il y a des overboards et autres. On n'a pas non plus évoqué les jeunes parents, les gens qui sont avec des poussettes et qui eux aussi peuvent craindre énormément ces mouvements de trottinette. Donc ça pour le coup, oui, ça fait partie de ces nouveaux moyens de transport. Moi je souhaitais, si vous me le permettez Olivier, rebondir sur le point qui concerne les ambulances et que vous avez évoqué tout à l'heure, si c'est possible. Bien sûr.
qui est le troisième point en fait, et qui est arrivé un petit peu un peu plus loin, on va dire dans la pelote, dans la bobine que je déroule. Un certain nombre de journalistes, de lanceurs d'alerte en fait se sont saisis de cette question. Y a-t-il des pratiques illégales, accidentogènes dans le monde de l'ambulance privée? Et moi, je pense qu'il y a quelque chose, qu'il y a sûrement un abcès à crever, et qu'il faudrait examiner ce qui ne va pas et se mettre autour d'une table, et faire, s'il le faut, peut-être un Grenelle du transport sanitaire, parce qu'apparemment, il y a vraiment de très gros problèmes de conduite, de recrutement, etc. Et que les acteurs se mobilisent et que les tutelles agissent. Je crois que c'est un système très compliqué de tutelle. Vous avez le ministère des Transports, le ministère de la Santé, et puis vous avez peut-être le ministère de l'Intérieur aussi, enfin je ne sais plus, que tout soit mis sur la table après ce double accident tragique. Je pense que ça serait un bon moment, un bon timing. Beaucoup de gens m'ont dit mais il faut vraiment qu'il y ait un avant et un après. Et ça aussi, je pense que ça va demander du courage. Mais voilà, moi je pense que ça m'en demande aussi de voir des pratiques qui continuent et qui n'évoluent pas. Donc voilà, je me demande si les choses vont être faites à ce sujet. Il y avait aussi une vraie question, vous avez peut-être entendu parler dans les suites de l'accident tragique, c'est qu'on s'est rendu compte que le conducteur avait a priori beaucoup d'infractions. 28 infractions, je lis. 28 infractions routières. Et ce que j'ai compris apparemment, c'est que les gérants d'entreprise ne peuvent pas en temps réel avoir accès à la situation de leur chauffeur en termes de permis. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place un accès en temps réel. Et là, pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune volonté. Le sujet semble être... Qu'entendez-vous par là précisément, Bertrand? C'est que tout gérant embauchant des personnes qu'il va mettre au volant de véhicules, quelle que soit la discipline dans laquelle ils vont évoluer, en tout cas le secteur, en tout cas ces gérants doivent pouvoir être au courant du sort de casier judiciaire routier de leurs futurs salariés. C'est ça? Alors apparemment, si j'ai bien compris Olivier, en entrée de poste, en prise de fonction, ça je crois que vous pouvez le vérifier, mais ensuite au quotidien, ou en tout cas peut-être sur une base, je sais pas, hebdomadaire, mensuelle, vous ne pouvez plus le faire de manière transparente, et apparemment, quand bien même vous le feriez, il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire des parades qui permettent de jouer sur un permis papier versus un permis qui serait différent, un deuxième permis je crois dans la nouvelle version. Bref, vous pouvez produire un permis alors que vous n'avez peut-être plus de points, enfin, il semble que ça ne fonctionne pas. La preuve, c'est que, en l'occurrence, on peut se poser pas mal de questions sur cet accident-là, si tant est que tout ça est avéré. Donc, je vois, si vous voulez, sur ce sujet-là, beaucoup de choses révoltantes et qui interrogent. Et c'est vrai qu'en plein jour, un accident aussi tragique avec 2 morts pratiquement sur le coup tous les deux sur une route sèche un soir d'été, ça pose quand même question. Il semble que quelque chose n'aille pas. On n'allait pas sauver une vie apparemment, et quand bien même on irait sauver une vie, si c'est pour en exposer d'autres, on a un réel problème. Et je crains que sur ce point encore, Olivier, ce soit le business qui mène la danse. Mais c'est la préoccupation principale ne soit pas la protection des plus vulnérables. Alors si c'est le cas, moi je dis pourquoi pas, si on n'a pas le courage politique d'agir, mais alors par pitié, sortons les modes doux de ces couloirs que j'appelle couloirs de la mort, faisons-les circuler ailleurs. Il y a des pistes cyclables de l'autre côté de la Saône, à quelques mètres, c'est ce que je propose à la métropole. À Paris nous avons beaucoup de pistes cyclables, pour le coup, de plus en plus. Donc ça, c'est... Ils sont séparés du trafic, oui. Mais oui, mais là, à un moment, je pense qu'il faut séparer. Voilà. Donc ça, c'était un autre point. Je voulais aussi lancer un appel, parce que je sais qu'il y a d'autres familles qui sont parfois complètement écrasées par le deuil dans des tragédies similaires, qui peuvent toucher les trottinettes, mais aussi les ambulances, qui voient partager et dire, voilà, elles peuvent se manifester. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire, mais je sais qu'on peut coaliser nos efforts et unir nos efforts pour essayer de faire bouger les choses. Voilà, il y a aussi des lenteurs de la justice. Je crois qu'il y a des gens qui sont victimes, et vous en êtes régulièrement témoins, de lenteurs de la justice. Je pense que si on coalise nos efforts, on pourra aussi peut-être faire bouger les choses. Moi, j'entends qu'il y a des gens qui font des grèves de la faim parce que les dossiers n'évoluent pas. J'entends que la famille, c'est certaines familles de gens qui ont eu des accidents très très similaires, ça ne bouge pas. Donc si c'est possible de lancer cet appel et que les gens trouvent mon contact mail. Bien évidemment, nous allons inscrire votre contact mail, Bertrand, sur notre site Facebook, notre page Facebook de la Libre Antenne. Mais pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, je vais le donner. Si vous qui nous écoutez, vous avez envie d'écrire à Bertrand et de rentrer d'une manière ou d'une autre dans ce combat, vous écrivez à Vici City. Alors Vici, c'est très simple, VISI,
tout attaché City, CITY, @gmail.com. Je répète, Vici City, tout attaché, VISICITY, @gmail.com. Ce combat vous concerne. Si vous avez des enfants, si vous avez des frères et sœurs, des petits cousins, petites cousines entre 12 ans et 25 ans qui n'ont pas encore de voiture et qui, bien évidemment, eux, sont amenés à utiliser ce type de moyen de locomotion. Alors, comme me précisait Florian, euh, Florian me disait, mais aujourd'hui, ces trottinettes, ces vélos, ce sont ça n'a rien à voir avec les mobylettes que tu as pu connaître parce que toi, c'était ton moyen de locomotion. Mais oui, mais aujourd'hui, sur 300 mètres, vous pouvez vous tuer. Sur 500 mètres ou 1 kilomètre à parcourir, on peut se tuer. Donc, entre le moyen de locomotion qui était le nôtre, les mobylettes 103 SP que nous évoquions, Bertrand, où on a été obligé d'être casqué, et aujourd'hui, cette législation entourant ce marché ouvert des trottinettes et de tous ces moyens de locomotion un peu saugrenus, parce que bon, moi j'hallucine de voir des skateboards encore une fois et ces roues là. Comment vous appelez ça, les roues toutes seules? Comment? Je ne sais pas si c'est pas les overboards. Oui, des overboards, voilà, c'est ça. Oui. Non. Mais vous voyez, mais il y a une ornière, effectivement. la route a un peu fondu l'été, comme ça arrive souvent. Vous êtes avec ça, mais je peux vous dire que vous valsez. Et ça monte à 40 km/h, ces engins. Donc c'est hallucinant, c'est hallucinant. Je pense qu'effectivement, il y a une cohabitation difficile quand il y a trop de modes, et je pense que les gens ont senti tous confusément qu'il y avait une difficulté accrue dans les villes à se déplacer en raison de ces modes, mais aussi en raison d'une espèce de tension, des antagonismes qui, en tout cas à Lyon, sont palpables entre les vélos, les SUV aussi, les véhicules sont plus grands, et donc il y a une forme de violence routière, je pense, un bruit de fond qui monte et qu'il faudrait apaiser, je ne sais pas comment, mais en tout cas il faut trouver des moyens d'apaiser la conduite en ville pour qu'il passe les oppositions entre les vélos, les trottinettes, les voitures, les vélos, etc. Peut-être de la pédagogie, peut-être parfois effectivement des sanctions, parce que je pense que voilà, il y a un moment il faut aussi savoir faire preuve de fermeté. Oui. Je voulais rajouter une chose, Olivier, puisque vous m'en donnez l'occasion, vous me donnez la parole ce soir. Moi je voulais dire que dans les suites, donc maintenant ça fait bientôt 16 mois que Iris est décédée. En fait, il y a quelque chose qui s'est manifesté très vite parce que quelque part, j'ai la chance ou la malchance qu'il s'agisse d'un fait divers et donc de quelque chose qui a été très vite rendu public. J'ai eu sur ma route énormément de contacts avec beaucoup de journalistes, beaucoup de femmes d'ailleurs, très, très courageuses qui sont engagées sur des sujets, qui se sont intéressées à des choses, beaucoup de femmes et d'hommes en fait qui ont vraiment été très présents, et je souhaitais vraiment leur rendre hommage à un moment où la presse est malmenée, on a vu le JDD voler en éclats et devenir autre chose. Et beaucoup de ces journalistes, quelques-uns en tout cas étaient au JDD et ces personnes-là n'y sont plus. Et je voulais dire qu'à un moment où la démocratie est parfois mise à mal, et puis les journalistes sont décriés depuis quelques années, moi, en tant que père de victimes, puis vous assurer que d'une part, j'ai eu beaucoup de liberté de parole. D'abord, tout simplement, là, présentement, je suis en direct, donc j'ai une liberté de parole totale, j'ai envie de dire. J'ai eu beaucoup d'écoutes de gens qui étaient sincèrement en recherche d'informations, de renseignements, et vraiment des gens avec qui je suis toujours en contact et qui ont un rôle réel dans ma vie de parent de victimes. Et ça, c'est important parce que quelque part, je me dis que s'il n'y a plus ces journalistes, alors quelque chose manquera à un certain nombre de familles, de gens qui sont dans ma situation, et que c'est un très grand soutien quand c'est là. Je m'interroge, est-ce que c'est normal d'ailleurs que les journalistes viennent à la rescousse des familles des victimes? C'est vrai que, voilà, moi, je n'ai pas été prévenu par aucune autorité de la mort de ma fille, par exemple. Donc là, il y a eu une grosse lacune, je pense. Mais en tout cas, voilà, il y a eu très vite des journalistes qui m'ont appelé. Ça m'a un peu choqué au début parce que c'était même pas 24 heures après l'accident. Mais en attendant, c'est quelque chose de très précieux, et je voulais dire aussi que moi j'avais la chance de pouvoir m'exprimer. Beaucoup de familles, beaucoup de parents sont désenfantés et n'ont pas la possibilité de parler des drames, de la santé, des difficultés, peut-être du handicap. Et ça, je trouve que c'est très précieux, mais je veux donc aussi, à quelques jours de Noël, parler en leur nom
leur transmettre ma compassion et toute mon affection et leur dire qu'en fait ils ne sont pas seuls. On fait partie fatalement, quand on perd quelqu'un de proche, je pense des 20 ou 25% des gens autour de nous qui ont perdu quelqu'un et très vite on les voit apparaître parce qu'ils nous en parlent et on se dit « Ah mais toi, mais je ne savais pas », etc. Et il y a beaucoup, je pense, de souffrance et de difficultés dans notre pays et en tout cas je suis heureux de pouvoir essayer de faire avancer les choses et je veux leur dire qu'ils ne sont pas seuls et leur envoyer un message d'espoir et de plein de choses. Il y a plein de choses à faire aussi, je pense, dans notre pays et à améliorer. Et ça peut être un moyen, en tout cas, d'essayer de sortir par le haut, je ne sais pas, mais en tout cas d'essayer de sortir de ce chemin difficile qu'est le deuil et la souffrance. Et je sais que parfois les gens n'arrivent pas forcément. Mais voilà, je voulais faire... Juste permettez-moi de reprendre un peu vos propos. Le JDD continue à être un excellent journal où la liberté continue. D'ailleurs, votre parole pourrait y résonner un jour. Et j'y ai beaucoup d'amis, collaborateurs et collaboratrices qui continuent d'y travailler. Et c'est une... Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Voilà, je me permets juste de vous dire que le JDD reste un excellent journal et que la liberté y règne toujours. Je voulais juste vous dire ça parce que je ne peux pas vous laisser dire que le JDD a complètement changé. Voilà, les journalistes aujourd'hui, que ce soit au JDD ou ailleurs, en tout cas, défendront votre combat, soyez-en sûr, mon cher Bertrand, et je vous remercie pour votre témoignage et je vous souhaite bien évidemment plein de courage car nous n'avons pas évoqué ce soir trop votre situation personnelle, votre deuil, comment se remet-on d'un tel drame, mais voilà, je vous invite bien évidemment à me rappeler si vous voulez en parler un jour, ce sera aussi intéressant d'évoquer quel peut être votre chemin aujourd'hui et où vous puisez toute cette force pour continuer à rester debout et vous battre. Avec plaisir, je me suis peut-être mal exprimé absolument. En fait, effectivement, ce que j'ai voulu dire, mais peut-être maladroitement, c'est que c'était un journal qui n'était pas un journal d'opinion et qui n'avait pas de position politique, ce qui est là pour le coup plus le cas maintenant. Donc voilà, les choses ont quand même un peu changé. Mais effectivement, il est important, je pense, que nous ayons un paysage médiatique varié. Ça, c'est sûr. Complètement. En tout cas, je trouve ça très précieux et je peux manifester du fait que c'est véritablement un signe de vigueur démocratique. Exactement. Que nous ayons encore cela et que c'est absolument J'allais vous le dire. Voilà. Aujourd'hui, l'opinion est présente un peu partout et diverge selon ce que l'on peut penser des sujets les uns et les autres. Mais merci Bertrand en tout cas. Et merci Olivier. Courage à vous. Merci. Et vous serez là. Très bonne fête à vous. Vous serez là, en tout cas, invité sur cette antenne avec grand plaisir tout le temps. Et puis le morceau qui vient, c'est une chanson que nous dédications à Iris parce que je crois qu'elle aimait beaucoup cette chanson de Michael Jackson. Merci. Au revoir.